Le jour de la fête des pères, ma fille a crié « Pardonne Théoï à mon mari tout de suite, ou tu ne es plus mon père ». Mon gendre a souri d'un air narquois. Je me suis levé, j'ai dit 5 mots et je suis parti. 3 jours plus tard. Il me suppliait avec désespoir. Le jour où ma fille m'a rendu ma patience comme une insulte, c'est le jour où tout a changé. J'ai été un homme silencieux toute ma vie. Pas timide, pas faible, juste silencieux. Il y a une différence, cependant, la plupart des gens ne le réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Nathan Huff. J'ai 67 ans. Je vis seul dans une maison propre et modeste sur Westbrook Chase Drive à Alpharetta, en Géorgie. Un quartier qui sent l'herbe fraîchement coupée en juin et qui a le genre de calme qui vous réconforte ou vous rend fou. Selon ce que vous fuyez. Je ne fuis plus rien. Ça faisait des années. Mais certaines personnes, des gens qui auraient dû mieux savoir, avaient confondu mon calme avec un abandon. Cette erreur allait leur coûter cher. C'était la fête des pères, en juin. L'été de la Géorgie faisait déjà ce qu'il fait. Air épais, ciel blanc, une chaleur qui vous pèse sur les épaules comme un homme qui a fait traîner sa visite. Je me suis garé dans l'allée de la maison de Page et Russell sur Ambray Road. Une de ces nouvelles constructions coloniales avec le garage pour 3 voitures. Et l'aménagement paysager juste un peu trop parfait. Le genre de maison qui dit à tous ceux qui passent, nous sommes arrivés. J'ai aidé à payer 7. Aménagement paysager. Non pas que quelqu'un le mentionne encore. J'ai pris le sac cadeau du siège passager, un journal en cuir pour Page, le bon, de 7. Petite boutique de Milton avenue qu'elle aimait tant, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Page l'a ouverte avant que je puisse frapper. Papa. Elle a souri, mais c'était le genre de sourire prudent, contrôlé. Le genre qu'elle me donnait. Depuis environ 2 ans maintenant. Salut, ma chérie. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait le parfum cher que Russell aimait, pas celui qu'elle portait avant. Russell est apparu derrière elle comme s'il avait été mis en scène là. Chemise en lin anthracite, manches retroussées jusqu'au coude. Ce sourire. Celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Nathan. Il a tendu la main, une poignée ferme, toujours trop ferme, comme s'il me rappelait quelque chose. Russell. J'ai serré la main. Comme toujours. Le dîner était servi dans leur salle à manger formelle, celle qu'ils utilisaient peut-être 4 fois par an. Moulure couronnée, suspension lumineuse, toute la performance. Page avait fait mon plat préféré. J'ai remarqué ça. J'ai tout remarqué. Nous en étions à 20 minutes avant que Russell ne commence. Il avait une façon de faire, de s'installer dans sa propre importance, comme un homme qui se glisse dans un bain. Chaud. Lent, délibéré, savourant chaque degré. Alors, je ne sais pas si Page vous l'a dit, a-t-il dit, coupant sa viande. Avec une précision chirurgicale. Mais, nous sommes dans les dernières étapes de la signature d'un contrat avec le Alpharetta Fulton Development Board. Elle a mentionné quelque chose, ai-je dit. C'est significatif, Nathan. Je veux dire? Il a fait une pause comme s'il était modeste. Russell Boyd n'avait jamais été modeste un seul jour de sa vie. Nous parlons du projet North Point Corridor, un développement à usage mixte. De 42 acres. Le genre de transaction qui vous place définitivement sur la carte. Page lui a souri. Ce sourire. Celui qu'elle me donnait quand elle obtenait de bonnes notes. Non. N'y allez pas, Nathan. C'est un gros contrat. Ai-je dit calmement. Comment avez-vous pu vous présenter devant le conseil? Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Rapide. Comme un poisson qui s'élance sous l'eau calme. Des relations, dit-il. Doucement. On passe assez d'années à tisser des liens dans cette industrie, les portes s'ouvrent. Des relations.
J'ai pris ma fourchette, j'ai pris une bouchée, j'ai mâché lentement. Je savais exactement quelle porte c'était ouverte et quel nom figurait dessus. Bienvenue dans la vengeance brute de papa. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Cette histoire va vous emmener quelque part. Voici ce que je n'avais encore dit à personne. 3 semaines plus tôt, j'avais reçu un appel d'un ancien collègue, Glenn Tatt, un homme avec qui j'avais travaillé pendant plus de 20 ans dans le conseil en immobilier commercial avant de prendre ma retraite. Glenn a appelé parce qu'il avait vu mon nom sur un prospectus de projet qui était tombé sur son bureau. Mon nom, listé comme référence professionnelle et conseiller stratégique pour une société appelée Boyd Premier Développement LLC. Je n'avais jamais accepté cela. On ne m'avait même jamais demandé. Glenn étant Glenn a pensé que j'avais simplement oublié de le mentionner. Il a appelé pour me féliciter. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, puis je me suis assis dans ma cuisine sur Westbrook Chase Drive pendant environ 15 minutes, ne faisant rien d'autre que respirer. Il a utilisé mon nom sans me demander, sans une seule conversation. J'avais passé 34 ans à bâtir une réputation professionnelle dans le monde du conseil en immobilier commercial du nord d'Atlanta. Ma parole comptait pour les gens du Fulton County Development Board. Elle comptait pour des hommes comme Glenn Tatt. Cette réputation n'était pas due à la chance. C'était des décennies de présence, de sincérité et de ne jamais couper les coins ronds. Et Russell l'avait pliée comme une serviette et l'avait mise dans sa poche. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé Paige. J'ai pris une décision en silence, comme je prends toutes mes décisions importantes, et j'ai attendu la fête des pères. J'ai tendu la main à côté de ma chaise et j'ai sorti un document plié de la poche de ma veste. Russell, ai-je dit, gardant ma voix calme, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Il a regardé les papiers. Sa mâchoire se serra, juste un peu. Paige jeta un coup d'œil entre nous. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. C'est une copie du prospectus de Boyd. Premier développement soumis au Alpharetta Fulton Development Board. Je le dépliai lentement, le lissai sur la table, spécifiquement la section listant les références professionnelles et les conseillers stratégiques. Je l'ai tourné pour que Russell puisse le lire. Mon nom est à la page 4. Paragraphe 2. Silence. Le genre de silence qui pèse. Papa, quoi? Je n'ai jamais autorisé ça, ai-je dit, toujours calme, toujours égal. Russell ne m'a jamais demandé, n'a jamais mentionné le projet. Je l'ai découvert parce que Glenn Tatt a appelé pour me féliciter pour quelque chose dont je n'avais aucune idée que j'en faisais partie. Russell posa sa fourchette. Nathan, écoute, c'est plus compliqué que. Je n'ai pas fini. C'était la première fois que je disais ça à cette table. Je veux que mon nom soit retiré de chaque document, chaque dossier, chaque version de ce prospectus soumis au conseil aujourd'hui, au plus tard lundi. Russell se pencha en arrière, expira lentement par le nez, ce qu'il faisait quand il se recalibrait, gagnant du temps. Puis il a regardé Paige, et c'est là que ça a basculé. Je l'ai vu se produire en temps réel, je l'ai vu faire le calcul, je l'ai vu choisir son arme. Paige, a-t-il dit, sa voix devenant douce, blessée, ton père essaie de retirer mon nom de la plus grande opportunité de nos vies le jour de la fête des pères. Il a laissé ça faire son chemin. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'il déteste autant notre succès, mais ce n'est pas ce qui se passe. J'ai commencé. Russell a travaillé pendant 2 ans sur ce contrat, dit Paige, sa voix montant. 2 ans de travail acharné, et tu vas venir ici aujourd'hui, le jour de la fête des pères, et tout faire capoter. Il a utilisé mon nom sans permission, Paige. C'est une fraude. C'est une référence.
Ce n'est pas une référence si je ne l'ai jamais donnée. Elle se leva. Oh, on y va. Paige avait les yeux de sa mère quand elle était en colère, grands, certains, terrifiants d'eux. La façon dont seul quelqu'un qui vous aime peut être terrifiant. Tu veux faire ça? Sa voix tremblait. Bien. Alors, voilà où nous en sommes. Papa. Tu t'excuses auprès de Russell tout de suite. Tu lui dis que tu soutiens cette famille, où tu n'es plus le bienvenu dans cette maison, dans cette famille. La pièce devint complètement silencieuse. J'ai regardé ma fille, cette femme que j'avais conduite à des récitals de ballet, avec qui j'avais veillé pendant des fièvres, et sur qui j'avais pleuré lors de sa remise de diplôme universitaire, et j'ai vu quelque chose que je ne m'étais pas permis de voir auparavant. Elle n'avait pas besoin d'être protégée de Russell. Elle se tenait juste à côté de lui. Le sourire narquois de Russell était petit, contrôlé, le sourire d'un homme qui vient de voir quelqu'un se plier 100 fois et qui s'attend au 100 et unième pli. Je me suis levé lentement, j'ai regardé Paige dans les yeux. 5 mots, calme, clair, définitif. Regarde à quelle vitesse tu tombes. J'ai pris ma veste, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je n'ai pas regardé en arrière. Il pensait que mon silence était de la honte. Il pensait que j'allais rentrer chez moi pour faire mon deuil. Il n'avait aucune idée que j'allais rentrer chez moi pour passer un coup de fil. Je suis rentré chez moi à 18h47. Je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé l'horloge au-dessus de mon évier de cuisine au moment où je suis entré, comme on le fait quand quelque chose de significatif vient de se terminer et que notre cerveau veut le redater. La lumière du soir traversait la fenêtre avec cet angle doré bas qui rend tout paisible dans une cuisine, que ce soit le cas ou non. Ce n'était pas le cas. J'ai posé mes clés sur le comptoir, me suis assis à la table de la cuisine, n'ai pas allumé la télévision, n'ai appelé personne. Je me suis juste assis dans le silence de ma maison sur Westbrook Chase Drive et j'ai laissé les 2 dernières heures s'installer sur moi comme la poussière après un effondrement. 67 ans. J'avais élevé cette fille, je l'avais conduite à l'école dans le noir les matins d'hiver, j'avais attendu devant les urgences, j'avais manqué de sommeil, manqué des repas, ravalé ma fierté plus de fois que je ne pouvais les compter parce que l'alternative, la perdre comme je l'avais presque perdue après le divorce, était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Et elle se tenait de l'autre côté d'une table à dîner et me disait que je n'étais plus le bienvenu dans sa famille. Avec son mari souriant derrière elle comme s'il venait de gagner une partie de cartes, je suis resté assis là longtemps, peut-être 40 minutes, peut-être plus. Et quelque part dans ce calme, quelque chose qui avait été tendu en moi pendant des années s'est simplement relâché. Pas cassé, pas explosé, relâché, comme un homme posant enfin un fardeau qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il ne faisait pas partie de son corps. J'avais fini de tenir le ciel. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis 3 ans. Cette partie me surprend. Encore quand j'y pense. La plupart des gens se seraient agités, rejouant le dîner, répétant des arguments, rédigeant le message qu'ils n'enverraient jamais. Pas moi. J'étais couché à 21h30 et levé à 5h15, comme toujours. Le café. Sur le feu avant le lever du soleil. Les oiseaux dehors faisaient déjà leur truc comme si rien ne s'était passé. Parce que pour moi, rien n'avait encore besoin de se passer. Le dimanche passa. Tranquillement. J'ai lu sur la véranda, arrosé le jardin, appelé mon vieil ami Glenn Tatt. Pas à propos du prospectus, juste pour prendre des nouvelles, juste pour confirmer quelque chose à propos de son emploi du temps pour lundi. Glenn a demandé si tout allait bien. Tout va bien, je lui ai dit. Mieux que bien, en fait. Il a ri. Nathan Huff, vous parlez comme un homme qui vient de prendre une décision. Je l'ai fait, ai-je dit, environ 3 ans trop tard. Lundi matin, juin. La chaleur de la Géorgie montait déjà à 8 heures.
Le genre qui fait scintiller l'asphalte sur North Point Parkway en milieu de matinée. Je me suis habillé comme avant, quand je travaillais encore. Chemise repassée. Pantalon élégant, chaussures en cuir. Pas parce que j'allais quelque part, mais parce que certains appels téléphoniques méritent d'être faits debout. Je n'avais qu'un seul appel à faire. Un seul. Son nom était Walter Cobb, 71 ans. Président du Alpharetta Fulton Development Board, et un homme que je connaissais depuis 1991, quand nous avons tous deux siégé à un comité consultatif sur le zonage commercial pour le comté de North Fulton. Nous déjeunions peut-être 2 fois par an depuis près de 30 ans. Il avait assisté à mon dîner de départ à la retraite, et m'avait rendu visite quand ma mère est décédée. Walter Cobb était le genre d'homme qui avait passé 50 ans dans les cercles de développement de la Géorgie, et dont l'intégrité n'avait jamais été remise en question, ce qui signifiait qu'il valorisait l'intégrité. Comme certains hommes valorisent l'argent. Personnellement, et sans s'excuser. J'ai composé sa ligne directe à 8h45. Il a décroché à la 2e sonnerie. Nathan. Chaleureux, sincère. Ne me dis pas que tu vas enfin sortir de ta retraite. Pas tout à fait, ai-je dit. Walter. J'ai besoin d'environ 10 minutes, et j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Car ce que je suis sur le point de te dire est quelque chose que j'aurais dû dire dès que je l'ai découvert. Une pause. Quand Walter a parlé à nouveau, la chaleur était toujours là, mais sous elle il y avait autre chose. De l'attention. Le genre concentré, sérieux. Allez-y. Je lui ai tout dit. Calmement, séquentiellement. Sans commentaire. Sans émotion. Sans drame. Je lui ai dit que mon nom figurait sur le prospectus de Boyd Premier Développement comme référence professionnelle et conseiller stratégique. Je lui ai dit que je n'avais jamais été approché, jamais consulté, jamais demandé la permission. Je lui ai dit que je n'avais aucune association professionnelle avec Russell Boyd, aucune connaissance de ses pratiques commerciales, et que mon nom avait été utilisé sans mon consentement pour obtenir l'accès à un contrat de développement public de plusieurs millions de dollars. Puis j'ai dit la partie la plus importante. Walter, je te connais depuis 30 ans. Mon nom a un sens ou n'en a pas. Et je ne le laisserai pas être emprunté par quelqu'un pour qui je ne peux pas me porter garant, pour ouvrir des portes que je n'ai jamais accepté d'ouvrir. Silence au bout du fil. Pas le genre gênant. Le genre qui permet de traiter l'information. Nathan, Walter dit enfin, et sa voix était devenue très calme, très mesurée. La voix d'un homme qui vient de comprendre toute la dimension de quelque chose. Es-tu prêt à mettre cela par écrit? J'aurai une déclaration signée à votre bureau avant midi. D'accord. Une autre pause. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Je ne suis pas en colère, Walter. J'ai juste besoin de récupérer mon nom. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché, je suis resté un instant dans ma cuisine. C'était tout. 10 minutes. 34 ans de réputation, et il n'a fallu que 10 minutes pour dire la vérité. J'ai tapé moi-même la déclaration signée, je l'ai imprimée, et je l'ai conduite au bureau administratif de Boyd sur Windward Parkway avant 11h. La réceptionniste, une jeune femme qui a clairement reconnu mon nom sur le document qu'elle a reçu, m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Monsieur Huff, a-t-elle dit, nous nous assurons que cela ira directement à Monsieur Cobb. Merci, ai-je dit, et je suis parti. Je voudrais vous dire que j'ai passé le reste du lundi à me sentir triomphant. Que je suis rentré chez moi, que j'ai bu un verre fort et que je me suis assis sur la véranda en regardant le coucher de soleil, comme un homme qui vient de gagner quelque chose. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis rentré chez moi et j'ai ressenti le chagrin de tout cela, car voici ce que personne ne vous dit à propos de l'arrêt définitif, du fait de retirer votre
Main du poids que vous avez porté pendant des années. Le poids ne disparaît pas. Il tombe et les choses qui se trouvent en dessous sont écrasées. Et l'une de ces choses était l'image que j'avais portée pendant 22 ans de ma fille et moi étant bien. De nous, traversant le divorce, ces années d'adolescence, tout, et en sortant de l'autre côté avec quelque chose de réel entre nous. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai pensé à la fille de 7 ans qui s'endormait dans la voiture en rentrant de chez moi et comment je la portais à l'intérieur pour qu'elle ne se réveille pas. Elle était si petite alors. Je me suis donné le lundi soir pour ressentir cela. Tout. Pas de raccourci. Mardi, je me suis levé et j'ai avancé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas provoqué. Je veux être clair à ce sujet. J'ai passé un coup de fil, fait une déclaration. Je n'ai pas contacté les concurrents de Russell, je n'ai pas appelé ses associés ou ses clients, je n'ai rien posté ni dit à quiconque n'avait pas directement besoin de savoir. J'ai juste dit la vérité à un homme qui avait l'autorité d'agir, et les dominos sont tombés d'eux-mêmes. Mardi après-midi, j'ai appris par Glenn, qui avait ses propres sources au sein de la communauté du développement, que le Alpharetta Fulton Development Board avait suspendu l'examen du contrat du North Point Corridor en attendant un audit complet du prospectus de développement de Boyd. Premier. Le service juridique avait été informé. Le protocole d'éthique du conseil avait été déclenché automatiquement dès que des références frauduleuses avaient été identifiées dans une soumission de contrat public. Ils n'ont pas seulement retiré l'affaire. Ils ont signalé le dossier, ce qui signifie que le nom de Russell Boyd était désormais lié à un cas documenté de fausses déclarations professionnelles frauduleuses sur un projet de développement public dans le comté de Fulton, en Géorgie. Et dans le monde du développement immobilier commercial, en particulier sur un marché comme le nord d'Atlanta où tout le monde se connaît et où la réputation est la monnaie réelle. Ce signalement n'est pas resté silencieux. Il a voyagé vite, comme les mauvaises nouvelles le font toujours dans les petits cercles professionnels. Mardi soir, 2 autres entreprises avec lesquelles Russell était en pourparlers préliminaires étaient devenues silencieuses. Aucun appel n'avait été retourné. Aucun courriel n'avait reçu de réponse. L'équivalent professionnel d'une porte qui se referme très poliment devant votre visage. Glenn m'a appelé mardi soir. Nathan, je ne sais pas exactement ce que tu as dit à Walter, mais je lui ai juste dit la vérité. Eh bien, Glenn a expiré lentement. La vérité avait apparemment un chemin à parcourir. Mercredi matin, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel est arrivé à 7h52. Russell. J'ai regardé l'écran. Je l'ai laissé sonner. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Pas encore. Il a rappelé à 8h14, puis à 8h40, puis a envoyé un SMS qui disait « Nathan, nous devons parler. » C'est devenu incontrôlable et je pense qu'il y a eu un malentendu. S'il te plaît, rappelle-moi. Malentendu. Mot intéressant pour un homme qui a tapé mon nom dans un document juridique à mon insu. Je n'ai pas répondu. À 9h30, Paige a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant un long moment. Ma fille. Ma petite fille. Celle qui m'avait dit que je n'étais pas le bienvenu dans sa famille il y a 3 jours. J'ai laissé sonner. J'avais besoin qu'elle arrive à comprendre seule. Pas parce que j'aurais répondu et l'aurais guidée. C'est ça, la vérité. Si vous la délivrez, les gens peuvent rejeter la livraison. Mais s'ils la trouvent eux-mêmes, s'ils tombent dessus dans leur propre salon à 9h du matin. Pendant que son mari passe son 14e appel paniqué et que les murs s'écroulent autour d'eux, elle s'accroche différemment. Elle s'accroche à l'os. Ce que j'ai découvert plus tard de Paige elle-même, lors d'une conversation que je porterai avec moi le reste de ma vie, c'est ce qui s'est passé dans cette maison sur Embry Road le mercredi matin.
Russell était rentré mardi soir, déjà en train de craquer. Le silence professionnel de ses contacts l'avait déstabilisé d'une manière que Paige n'avait jamais vue auparavant. Il avait été au téléphone jusqu'à minuit. Le mercredi matin, il avait reçu une notification écrite formelle du conseil. L'affaire était morte. Le signalement était réel, et 2 contacts de l'industrie avaient discrètement et professionnellement fait comprendre qu'ils ne donneraient pas suite aux conversations en cours. Et c'est alors que Russell a cessé de jouer la comédie. Le charme a disparu en premier, puis le sang-froid, puis toute l'architecture soignée qu'il avait construite autour de lui dans cette maison s'est effondrée. Et ce qui était en dessous n'était pas l'homme ambitieux, soucieux de son image que Paige avait épousé. C'était quelqu'un de laid, quelqu'un de désespéré, et de pointu, et de méchant. Il s'est retourné contre elle comme les gens acculés se retournent contre le plus proche, a blâmé son père, l'a blâmé elle, a dit des choses, et je ne répéterai pas toutes ces choses parce qu'elles ne sont pas les miennes à répéter, qui ont clairement montré, dans les termes les plus crus possibles, exactement ce que Paige avait été pour Russell Boyd. Une porte, c'est tout. Une porte avec mon nom dessus. Et quand la porte a cessé d'être utile, il n'a même pas essayé de le cacher. Le mercredi après-midi, Paige était assise seule dans la maison de Ambry Road, son mari étant parti en furie, son téléphone à la main, regardant mon numéro. 3 jours après la fête des pères, exactement comme je l'avais dit. Elle pensait que mon silence était une punition. Ce n'était pas le cas. C'était la première fois en 22 ans que je la laissais affronter quelque chose sans que je ne me tienne entre elle et la chute. Et je mentirais si je disais que cela ne m'a rien coûté. Si vous avez écouté pendant un certain temps, laissez vos commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes, et assurez-vous de vous abonner. Il existe un genre de coup à votre porte que vous ressentez avant de l'entendre. Pas fort. Pas en colère. Désespéré. J'étais dans le jardin quand c'est arrivé. Mercredi après-midi, juste après 15 heures. J'avais arraché les mauvaises herbes du parterre de fleurs le long de la clôture arrière, ce genre de travail lent et machinal qui occupe vos mains pendant que votre esprit fait ce qu'il a à faire. La chaleur de la Géorgie s'était légèrement adoucie, cette brève et miséricordieuse fenêtre entre l'après-midi et le soir où l'air semble presque indulgent. Mon téléphone était posé face contre terre sur la table du patio. Depuis midi. Je ne me cachais pas. Je n'étais juste pas disponible. Il y a une différence, cependant. La plupart des gens confondent les deux. J'ai entendu le coup depuis le jardin. 3 fois. Prudent, presque désolé. Je savais qui c'était avant d'atteindre la porte. J'ai retiré mes gants de jardinage, j'ai traversé la maison lentement, j'ai regardé par la fenêtre latérale à côté de la porte d'entrée. Paige. Elle se tenait sur mon Porsche de Westbrook Chase Drive dans un chemisier en lin froissé. Celui jaune pâle qu'elle avait depuis des années. Celui qu'elle portait quand elle n'essayait d'impressionner personne. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Pas de raclement de gorge maquillage. Rouge. Autour des yeux d'une manière qui me disait qu'elle n'avait pas seulement pleuré. Récemment. Elle avait pleuré pendant des heures. 29 ans et elle avait l'air d'en avoir 7 à nouveau. Debout devant la porte de mon appartement le premier week-end après le divorce. Sac à dos. Lapin en peluche sous le bras. Essayez d'être courageuse. J'ai ouvert la porte. Elle m'a regardé. Son menton a tremblé une fois. Puis elle s'est ressaisie. Papa. Sa voix tenait à peine. Puis-je entrer ? J'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise à ma table de cuisine. La même table où j'avais pris la décision. Où je m'étais assis dans le calme du dimanche soir et avais senti tout se réarranger en moi. J'ai mis la bouilloire en marche sans demander. Paige buvait toujours du thé.
Quand quelque chose n'allait pas. C'était le cas depuis ses 12 ans. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle est restée assise, les mains jointes sur la table. Les regardant comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai posé la tasse devant elle. Je me suis assis en face d'elle et j'ai attendu. Il n'est pas. Elle commença. S'arrêta. Russell n'est pas qui je. Elle pressa ses lèvres. Je ne sais pas comment dire ça. Prends ton temps. Il m'a crié dessus. Papa. Ses yeux se levèrent. Brute. Sans phare. Pas hausser la voix, crier. Comme si j'étais. Comme si je n'étais rien. Comme si j'étais la raison pour laquelle tout s'est effondré. Elle rit, mais sans aucun humour. Comme si je devais m'excuser parce que sa fraude avait été découverte. J'ai gardé mon visage impassible. Ne précipite rien. Laisse-la s'exprimer. Il a dit, elle fit une pause et quelque chose traversa son visage. La honte, je pense, mêlée à l'horreur particulière d'une vérité arrivant trop tard. Il a dit que la seule raison pour laquelle il avait besoin de mon implication était à cause de ton nom, de tes relations. Elle m'a regardé. Il a dit cela comme si c'était ma faute de ne pas t'avoir livré correctement. La cuisine était très silencieuse. Livré un mois comme si j'étais un colis. Comme si 34 ans d'intégrité professionnelle était un outil que quelqu'un pouvait emprunter sans demander et rendre légèrement endommagé. Paige, tu as essayé de me le dire. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Au dîner, tu ne l'attaquais pas. Tu disais juste la vérité et je. Elle s'arrêta, pressa ses doigts sur sa bouche un instant. Je t'ai donné un ultimatum, papa, le jour de la fête des pères. Je me suis tenu dans ma propre salle à manger et je t'ai dit que tu n'étais plus le bienvenu dans ma famille. Tu t'es juste levé. J'ai dit 5 mots et je suis parti. Oui, elle expira d'une voix tremblante. Oui, tu l'as fait. Elle a enroulé ses 2 mains autour de la tasse, la fixant du regard. Je te fais ça depuis toujours, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Chaque fois que les choses devenaient inconfortables. Chaque fois que je ne voulais pas entendre quelque chose. Je te faisais choisir entre la vérité et me perdre et tu me choisissais. Toujours. Elle a levé les yeux et j'ai appelé ça de l'amour mais ce n'était pas juste. Ce n'était jamais juste. Voilà, c'est ça, la chose que j'attendais d'entendre. Depuis des années. Pas parce que j'avais besoin de la validation. J'avais cessé d'en avoir besoin vers l'âge de 60 ans. Mais parce qu'elle avait besoin de le dire pour elle-même. Non, ai-je dit prudemment. Ce n'était pas juste. Elle a cligné des yeux. Je pense qu'elle s'attendait à quelque chose de plus doux. Je t'aime. J'ai continué, je t'ai aimé chaque jour de ta vie, y compris dimanche, lundi, mardi, et aujourd'hui. Cela n'a jamais été en question. Je me suis penché légèrement en avant, mais j'ai fait une erreur pendant longtemps, Paige. Chaque fois que tu menaçais de partir, je me pliais. Je pensais te protéger. Ce que je faisais en réalité, c'était apprendre que mes limites n'avaient pas d'importance. Que si tu forçais assez, je céderais. Elle était très immobile. Russell a appris cette leçon aussi, ai-je dit, probablement en nous observant. Cela a fait mouche. J'ai vu que cela a fait mouche. Elle n'a pas reculé devant cela, ce qui m'a dit qu'elle avait déjà réfléchi à une version de cette pensée avant de frapper à ma porte. Alors, que dois-je faire, a-t-elle demandé. Et sa voix était petite d'une manière qui n'avait rien à voir avec la faiblesse. C'était la petitesse de quelqu'un dont l'architecture de la vie vient de se fissurer en son milieu et qui est assis dans les décombres, posant une question sincère. Ce n'est pas à moi de répondre, ai-je dit, c'est à toi. Mon
Téléphone a vibré sur le comptoir. Nous l'avons tous deux regardé. Russell. Boyd. La mâchoire de Paige se serra. Il t'a appelé toute la journée. Je sais. Vas-tu répondre? J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de vibrer. Non. Elle a presque souri, presque. 3 minutes plus tard, une notification de message vocal est apparue. Je n'ai pas bougé pour la lire, mais Paige a regardé le téléphone et a dit très doucement, il m'a appelé 40 fois entre hier soir et ce matin. La dernière fois, il ne me demandait plus rien. Il parlait juste, me disant à quel point il s'était sacrifié, que tout le monde était contre lui, que je lui devais loyauté. Elle secoua lentement la tête. Je l'avais déjà entendu se vendre, je ne l'avais jamais vu supplier. C'est très différent. Les gens vous montrent qui ils sont, ai-je dit, quand la performance devient trop coûteuse à maintenir. Elle me regarda de l'autre côté de la table, ma fille, 29 ans, assise sur la même chaise qu'elle utilisait adolescente quand elle venait les week-ends et que nous mangions des céréales pour le dîner et regardions de vieux films parce qu'aucun de nous n'avait envie de faire trop d'efforts. Je suis désolé, papa. Pas joué, pas géré, juste réel, simple. Le genre d'excuse qui sonne vrai quand elle coûte vraiment quelque chose. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit au dîner et pour tout ce qui s'est passé avant. J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne. Je sais. Nous sommes restés ainsi un instant. Puis je me suis levé et j'ai rempli la bouilloire. Russell a rappelé 2 fois de plus ce soir-là. La deuxième fois, il a laissé un message vocal de 3 minutes et 40 secondes. Je sais parce que je l'ai finalement écouté une fois, seul, après que Paige soit parti. Il a commencé par des justifications, a continué par des explications, et est arrivé quelque part au milieu à quelque chose qui ressemblait à des excuses, bien que ce fût le genre d'excuse qui n'est en réalité qu'une requête. Bien habillé. Il avait besoin que j'appelle Walter Cobb, avait besoin que je clarifie la situation, avait besoin que j'explique qu'il y avait eu un malentendu, et que Russell Boyd était un homme intègre qui avait simplement agi trop vite dans son empressement. 3 minutes et 40 secondes. Un homme intègre selon un message vocal laissé par quelqu'un qui a falsifié des références professionnelles sur une soumission de contrat public. Je l'ai supprimé. J'ai beaucoup réfléchi à ce à quoi ressemble la miséricorde à 67 ans. Quand on est jeune, on pense que la miséricorde est de la douceur. On pense que le pardon signifie rouvrir toutes les portes que l'on a fermées. Vous pensez que l'amour signifie absorber tout ce que quelqu'un vous jette et revenir en souriant. Je ne pense plus cela. Paige est revenue 2 jours plus tard. Nous avons reparlé, plus longtemps cette fois, plus durement par endroits. Elle avait parlé à un avocat. Elle posait les bonnes questions, prenait les décisions difficiles, et elle le faisait sans me demander de le porter pour elle. C'est ce qui m'a dit qu'elle allait bien. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler n'importe quand pour n'importe quelle vraie chose. Ce que je ne lui ai pas dit, ce que je n'ai pas eu besoin de dire à voix haute, c'est que la porte qu'elle pensait avoir fermée le jour de la fête des pères n'avait jamais vraiment été verrouillée parce que je suis son père. Cette partie ne se négocie pas. Mais la version de moi qui se pliait chaque fois qu'elle me poussait, cet homme a pris sa retraite un dimanche soir de juin, quelque part entre le dîner et le retour à la maison. Russell Boyd a appelé une dernière fois le jeudi matin. À 7 heures, avant même que j'aie fini ma première tasse de café. J'ai regardé l'écran, je l'ai envoyé à la messagerie vocale, j'ai préparé mes œufs, j'ai observé les oiseaux dans le jardin, j'ai lu le journal. Certains hommes supplient bruyamment, pensais-je, car ils ont passé leur vie à prendre le silence pour de la faiblesse. Ils ne comprennent jamais, jusqu'à la fin, que les silencieux sont ceux qui savaient exactement ce qu'ils tenaient. Tout le temps. Si vous avez apprécié cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous.
Faites-moi savoir d'où vous regardez. Je vous verrai à la prochaine.